Alors, Ok. bonjour Osvaldo, bonjour Camille, Oui. merci d'avoir accepté mon invitation et de partager votre expérience avec moi et avec ceux qui nous écoutent. Pour commencer, j'aimerais bien que vous présentiez et que vous expliquiez comment est-ce que vous en êtes arrivé là où vous êtes, comment est-ce que vous en êtes venu à l'architecture. Et donc moi, je suis Kémy Amédée. Donc moi, je suis euh, franco-béninoise. J'ai grandi au Bénin. J'ai su très vite que je voulais faire des études d'archi. Je crois que j'avais avoir, je sais pas, 11 ans ou un truc comme ça. Pourquoi les études d'archi? Parce que j'ai grandi dans un univers un peu artistique. Mon père est artiste peintre. On a toujours été comment dire, les parents nous ont toujours, comment dire, montré beaucoup de choses autour de l'art, de la culture, de la création. Donc forcément, il y avait un peu un côté sur ça. Et puis à côté de ça, j'étais assez bonne dans les trucs un peu plus scientifiques, les maths notamment. Et je m'étais dit, ben, qu'est-ce qui se rejoint au milieu, l'archi, quoi. Et voilà, c'est un peu, franchement, ça a commencé comme ça. Et puis après, j'ai gardé cette idée en tête, pardon, jusqu'à mes 18 ans. J'ai fait des études d'archi. Et en fait, c'était absolument pas ce à quoi je m'attendais. Mais j'ai vraiment trouvé quelque chose qui me correspondait vachement bien, quoi. Donc, euh, donc voilà. Moi, c'est Osvaldo Bounon, je suis béninois. Alors, pour comment je suis entré en archi, c'est pas du tout les mêmes raisons, mais ça arrive à peu près en France. C'est depuis petit. Donc, moi, surtout en jouant aux jeux vidéo, en fait. J'étais à SIM. Donc, je suis arrivé un peu comme ça à me dire, ah bah, ça peut être pas mal comme truc à faire. Par contre, j'étais très nul. Donc, mes parents voulaient pas que je fasse ça. J'ai un peu menacé que j'allais arrêter l'école. Donc j'ai fait ça depuis et que j'ai fait un bac pro au Bénin, bac s'appelle dessinateur projeteur bâtiment. J'ai commencé comme ça et ça m'a tout de suite plu puisque de faire un bac D ou C, j'étais beaucoup plus épanoui. Et voilà, à mes 18 ans, voilà, je suis parti dans une école d'architecture et là c'était le grand kiff. Voilà. Oui. Euh, Comment on est arrivé là? Ouais, du coup, on a tous les deux fait nos études en France. Enfin, moi, j'ai fait mes études à Bordeaux Moi à Strasbourg. et Osvaldo à Strasbourg. Et voilà. Donc, Oui, parce que peut-être pour les gens qui nous écoutent, en fait, il y a pas d'école d'architecture au Bénin. Il y a une école du patrimoine qui est en train qui est un peu popée là, il y a pas très longtemps, à Porto-Novo. Ok. Mais il n'y a pas d'école d'architecture purement. Il y a l'école de design de ADS, qui est un peu de design d'intérieur. Donc, un Béninois qui veut faire archi, soit il va dans la sous-région, donc EAMO. Togo, c'est l'école la plus réputée. Je crois qu'il y a aussi une école au Sénégal, en Côte d'Ivoire également. Soit il faut partir plus loin. ouais. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il y a une hiérarchie des écoles d'archi? Une hiérarchie, je dirais pas, mais je dirais qu'il y a, comment dire, moi, je vais parler pour ce que je connais. Je pense qu'on a une très très bonne formation en France. En fait, non, en réalité, bon, non. Je pense clairement, il y a une hiérarchie d'école d'archi. Clairement, moi, j'ai fait plusieurs pays dans mon parcours d'architecte. Je suis allée, j'étais en Italie et j'ai travaillé pas mal de temps en Australie aussi. Et même, je vais pas dire pas nécessairement comparant que à l'Afrique, mais mon expérience en Australie. Clairement, ouais, il y a des formations, il y a des endroits où il y a des formations qui sont plus poussées que d'autres dans les écoles d'archi, je dirais. Et en Europe, je pense qu'on a quand même une Oui, ouais. le niveau de formation est très bon. Oui, quand on visite d'autres pays, en fait, hors Afrique, c'est-à-dire si on va en Asie, on va, comme tu disais, en Australie, en fait, on voit que tout de suite, bah, la formation n'est pas la même, les accents sont pas portés sur la même chose. Rien qu'en France, l'école d'architecture, bon, après, chaque école raconte un peu son truc. Son L'école narratif. d'architecture de Strasbourg, c'est très porté sur
créativité, concept, art et tout ça. Bordeaux, c'est plus paysagisme, voilà. Le grande échelle, etc. Un peu la vision, le geste, les choses comme Donc, ça. il y a vraiment quelque chose qui se passe dans comment est-ce que l'école choisit sa ligne éditoriale. Si par exemple tu vas en Allemagne c'est super technique, les archis c'est des ingénieurs quasiment à chaque fois. Ouais. Et en France, justement, ils se foutent beaucoup de la gueule des Français. C'est que les archis français font plus de l'art, quoi. Ouais. Ils trouvent ça un peu ridicule. En fait, hiérarchie, ça dépend sur quoi on regarde. Je vais dire, un peu comme dit Osvaldo, comment dire, chaque école d'archi a un peu sa vision et chaque culture aussi. Faire ses études en France, mine de rien, Osvaldo et moi, on travaille ensemble et on se rend compte quand même que sur les principes, c'est-à-dire même si on a fait 2 écoles différentes, on a des choses qui sont quand même assez, on a une base commune, on a une culture archi commune, on a des réflexes où on s'entend bien. Mais je vais pas dire que c'est mieux ailleurs ou moins bien ailleurs, mais pareil en Italie, moi j'ai constaté que c'était pas du tout c'était pas les mêmes choses qui étaient valorisées. En Australie, par exemple, ils vont être plus, ils sortent des écoles, ils sont excellents en software, alors que en France, on va pas se mentir, c'est pas tellement le cas. Mais par contre, je dirais plus sur le concept, sur la manière de créer. J'ai l'impression que nous, on est plus axé sur ça. Comment communiquer aussi les projets. C'est une partie importante de la formation. C'est qu'à l'école d'archi, nous, on a appris beaucoup. Bah, ok, t'as des idées, mais comment tu les communiques, parce que c'est super technique, les gens ne comprennent pas. Enfin, il faut trouver comment transmettre ça. Donc, tu apprends à dessiner, tu apprends à faire des schémas, tu apprends à parler. Ouais. Voilà. Ouais, pour rebondir sur en Italie, je l'ai vu clairement, je dirais que la France s'est poussée sur ça, et en Italie, c'est 3 fois plus. C'est-à-dire que moi, en Italie, j'ai appris à utiliser les bons arguments. En fait, tu n'as pas un prof qui se met au-dessus de toi, tu as un prof avec qui tu t'assois, et en fait, tu discutes de ton projet. Et il est là, vas-y, parle-moi de ton projet, tu apprends vraiment à communiquer sur ça. Donc, ouais. Du coup, on n'a pas pu parler des écoles en Afrique, parce qu'on n'a pas fait d'école en Afrique. Mais voilà, on n'en sait pas plus sur comment ça se passe à l'IAMO, au Sénégal. Parce que peut-être toi tu sais plus déjà par rapport à Porto Novo, non? Oui, vite fait. Je pense qu'il y avait un rapport aux mathématiques, par exemple, et à la physique, à des choses très, très techniques et très sombres pour un architecte, entre guillemets. En tout cas, comparé à ce que j'étudie ici actuellement. Donc, oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus technique. Et par exemple, on n'avait pas autant de pression sur le dessin qu'ici, par exemple. Ici, il y a un très gros amour du dessin, à la main, avec beaucoup de patience, etc. C'est vrai qu'il y a de ces différences-là. Mais c'est plus, en fait, je posais la question plus sur cette critique-là qu'on fait que déjà une école d'architecte, elle devrait apprendre à être architecte, mais partout sur la planète. Et il y a beaucoup d'architectes qui ont étudié en Afrique, versus les architectes qui ont étudié ailleurs. L'argument principal, c'est vous n'avez pas étudié en observant les réalités de là où vous voulez construire, ou de là où vous voulez exercer. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire que, ok, nous on a fait nos études peut-être en France, mais on a grandi ici. Et en fait, le truc c'est que, par exemple, moi à l'école d'archi, on a beaucoup parlé des projets français. Donc, des archis français, des projets français. On n'allait même pas, bon, peut-être Bâle, la Suisse et l'Allemagne, on n'est jamais vraiment allé voir ce qui se passait en Australie, en Asie, tout ça. Sauf des profs très particuliers pour des voyages très spécifiques. Mais en fait, en exerçant ici, du coup, pour le coup, depuis quelques années, bah, si, il faut quand même connaître son contexte. C'est-à-dire que sinon, on reproduit une architecture internationale. Ouais. C'est un architecte qui peut faire des projets partout, c'est partout. Pour moi, en tout cas, je trouve que c'est un peu étrange. C'est bien de connaître son territoire et d'utiliser son territoire dans la conception, et de pouvoir proposer une architecture vraiment contextuelle. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous on a monté ce cabinet. Oui, clairement. Clairement, ça nous tient à cœur. Et
Je dirais que, en fait, on apprend tous les jours sur le contexte d'ici. Nous, on a à cœur de faire une architecture qui est contextualité, qui est contextualisée, pardon, qui est aussi adaptée, qui est adaptée au climat, qui est adaptée aux usages d'ici, qui est adaptée aux contraintes, qui sont absolument pas les mêmes que celles en Europe ou celles en Australie ou Même celle au voilà, Burkina c'est au Faso. Burkina Faso, exactement. On fait souvent, nous, on rigole souvent parce que il y a des grands archis, je pense à Francis Kéré, voilà et en fait quand on utilise des références souvent d'architectes, de grands architectes africains, on nous parle très souvent de Francis Kéré, mais en fait nous on répond bah c'est génial ce qu'il fait, mais c'est pas du tout adapté au contexte béninois. Nous en fait lui il travaille dans un climat sahélien beaucoup plus sec, chaud et très sec, et nous on est dans un climat ultra humide quoi, tropical Avec humide, on peut pas appliquer les mêmes principes. avec des intempéries qui sont bien fortes. Ouais, Encore plus quand on vient près de la mer, donc il y a Ouais. aussi ça à prendre en compte. oui, Donc, ouais, entre le Burkina et le Bénin, il y a déjà une ouais. différence d'approche dans la manière dont tu conçois dès les premières lignes de ta conception, c'est pas la même chose. Ouais. Il faut aussi observer, c'est ça qui fait de la richesse. Moi, j'ai l'impression, nous, on dit, on le revendique, que quand on parle à nos clients, on dit certes, on a fait nos études en Europe, mais on a grandi ici. On a observé vraiment des pratiques et des usages, des manières dont les gens ont d'utiliser les espaces qui sont pas les mêmes qu'en Europe. Euh, on a des usages vraiment très, très propres à, à nos manières de vivre d'ici, quoi. Est-ce que vous avez eu l'impression dans vos études d'avoir cette approche-là de construire avec le lieu? Est-ce que vous avez eu cette éducation-là sur justement qu'une architecture, ça ne se fait pas sans contexte? Mais oui, dès le début à l'école, on disait, bah, la lecture, c'est pas un truc. Après, par contre, il y a aussi des courants qu'on connaît. Il y a des architectes qui ont sorti des célèbres expressions, faute de contexte, ce genre de choses. Ça existe aussi. On en a entendu parler. Et c'est des courants. Voilà, il y a des courants différents. Il n'y a pas forcément la même manière de réagir par rapport à ces choses-là. Nous, je pense que ce qu'on dit là, c'est déjà un peu un parti pris de nous. Oui, oui, Il y en a oui. plein qui ont ce parti pris-là. Ouais. Moi, je dirais, moi, pas forcément la même expérience que qu'Osvaldo. Je dirais qu'on construisait avec le contexte, mais en fait, comme bah, j'avais jamais fait d'études d'archi quand je suis arrivée à Bordeaux, en fait, pour moi, c'était la manière de construire de base. Je me posais pas la question si c'était en rapport au contexte. On disait, on concevait de telle manière et on concevait pour le contexte. Et en fait, c'est en voyageant que je me suis dit mais ah ouais mais en fait là je suis dans un autre pays et en fait ça marche pas du tout pareil en fait. Je pense à l'Italie où on parle beaucoup en fait en Italie il y a un nombre de bâtiments historiques et du patrimoine incroyable. C'est-à-dire que dans une ville, tous les projets que j'ai fait en Italie, il n'y avait pas un projet qui n'était pas rattaché à un bâtiment existant, comment dire, inscrit au patrimoine. Donc il y a toujours, Ok. c'est-à-dire déjà là ça a changé la donne, c'est en mode, il faut qu'on réfléchisse une architecture qui soit contemporaine, moderne, mais qui marche avec l'ancien. Comment on met en valeur l'ancien. Et ma leçon d'Italie, je suis ah ouais non c'est déjà une manière différente de penser. Et puis après j'ai fait une petite expérience aux Philippines et là les Philippines pour le coup, je dirais que ça se rapprochait plus de la manière dont on a de concevoir ici, le climat tropical, humide, chaud, etc. Où là, de toute façon, on te parle vraiment, on commence à réfléchir la chaleur, même comment se protéger en permanence, on fait des hauts vents, on se protège de la pluie, etc. Donc, je dirais, c'est en faisant d'autres expériences dans d'autres pays que je me suis rendu compte en fait que effectivement, il y avait différentes manières de réfléchir l'archi et que en fait, il fallait vraiment l'adapter en fonction des différents concepts, des différents contextes, pardon. Mais justement sur tu avais dit que ton idée ou la priori que tu te faisais de l'architecture, c'était pas la même chose que tu as. C'est pas. Tu as ressenti un décalage entre ce que tu pensais être l'architecture et ce qu'on t'a enseigné. Est-ce que tu veux bien en parler? Oui, après, bon, peut-être que c'était une vision un peu, c'est-à-dire que moi, je suis partie du Bénin, j'avais 18 ans.
Je pense que déjà, rien que le fait de rentrer en études supérieures, on subit un choc, voilà. C'est-à-dire, on passe du cocon, on va dire, du lycée, où on s'occupe de toi, à une école d'archi où on est, voilà, 150 en amphi, etc., etc. T'es livré à toi-même, tu dois te construire ta propre culture. Les profs, ils te chouchoutent pas, ils ont plein de gens à voir, voilà. Et de, ça part de là, ça part de cette, comment dire, de cette réalisation-là, mais aussi de manière un peu naïve. Moi, je sais pas, quand je me disais, oh là, les architectes font des plans, euh, et surtout, j'imaginais l'architecte, j'imaginais l'architecte qui faisait des maisons. Voilà. Et en fait, je suis arrivée en école d'archi. Et moi, on m'a dit, donc c'était la première année, et un peu ce côté dont Osvaldo parlait tout à l'heure, c'était vraiment, oublie tout ce que tu sais. Là, on parle plus de murs, on parle pas de fenêtres, on parle pas de toiture, on va parler du plein et du vide, de la partition, de la lumière, du clos. Voilà, enfin, aussi, voilà, ça te rappelle des souvenirs. C'était, on te pousse vraiment sur ces éléments-là. Moi, j'étais complètement paumée. Je savais pas de quoi on parlait. Et je dirais que pour moi, le choc le plus violent, ça a été l'urbain. Parce que donc Bordeaux, et c'est vrai c'est une école qui est axée, en fait, c'est une école de paysagisme aussi. Et du coup, on bénéficie d'avoir un peu les profs qui donnent des cours de paysagisme. Et il y avait un module qui s'appelait Ville, territoire, paysage. En gros, c'est de l'urbain. Et dès la première année, on t'apprend vraiment à analyser la ville, à te poser des questions, à décortiquer et à faire un petit peu d'urbain. Et moi, je dirais que le plus gros choc pour moi, c'est l'urbain. C'est en arrivant de Cotonou, une ville où, enfin, d'un point de vue urbanisme, à l'époque, moi, je me suis diplômée en 2009, j'ai eu mon bac en 2009, pardon. Voilà, disons en termes d'urbanisme, disons que il y avait des choses où j'étais vraiment pas du tout. En fait, j'avais juste pas de notion, en fait. Et je me Hmm. souviens d'un workshop où on me demande de faire un espace public. Et là, je propose un espace public de 1 hectare. Et ils étaient là, mais qu'est-ce que tu mets dedans? Vraiment? Qu'est-ce que tu mets dans cet espace? C'est un terrain de foot, ton truc. Et je me souviens de ce choc et j'étais là, mais oui, mais en fait, en même temps, j'ai pas de référence. Je viens d'une ville où, je sais pas, en termes d'espace public, il y a la place de l'Étoile Rouge. Bon, maintenant, il y en a un petit peu plus. Mais à l'époque, il y avait vraiment pas de référence. Et en fait, c'est ce choc-là dont je parle. C'est, ah ouais, c'est quoi un espace public? Et il faut que je l'habite. Et je peux pas juste planter. Ou je peux pas juste faire un espace minéral. Donc, je me pose la question, et comment ça fonctionne? J'ai pas de référence de ces trucs-là. Donc, le choc, il a été là pour moi. C'est vraiment un peu des choses, voilà, qui nous sortaient, enfin, qui, moi, me sortaient complètement de ce que j'avais connu jusque-là. Hmm. Peut-être que Cosvaldo veut rajouter quelque chose sur ça. Est-ce que tu as eu ce sentiment-là aussi? Non, non, non. Enfin, non. Ce que je veux dire, c'est que oui, j'ai eu les mêmes chocs. Et en plus de ça, moi, j'avais fait donc un bac pro, donc ici à Cotonou, à Calabi, là. C'était un bac quasiment, tu sais, c'est beaucoup de résistance des matériaux, c'est quasiment ingénieur, quoi. Et du coup, j'arrive et Hmm. on commence à me parler de vide et de plein, alors que moi, on me parlait de fer, de barre, je sais pas combien, je sais pas quoi, physique. Et du coup, oui, ça m'a un peu mis une claque, quoi. J'étais en mode, bah, c'est pas du tout ce que je m'imaginais de ce qu'allaient être ces études. Mais je suis vite revenu. Oui, on s'adapte Oui, vite en fait, on s'adapte assez vite. On se prend des petits chocs lors des premiers ateliers avec les profs, les premiers studios, et puis en fait, tout de suite, tu commences. Moi, je dirais pour moi, ça a été de commencer, je me dire, ah mais j'ai pas de référence, j'ai pas de culture sur ça. Il faut que je me crée une culture. Et en fait, j'ai juste commencé à observer la ville autour de moi, Bordeaux, de regarder les bâtiments, regarder comment la ville était réfléchie. Il y avait des endroits, je me disais, ah mais ouais, mais c'est vachement bien réfléchi ce truc, comment ça marche, etc. Et en fait, tu commences à te créer ta propre culture, tu commences à regarder les projets d'archi, et vraiment, bon, ça vient assez vite. ouais. Complètement. J'aimerais continuer sur le changement de contexte à chaque fois. Je voulais savoir, est-ce que entre ce que vous avez pratiqué comme architecture à l'école et ce que vous avez pratiqué dans vos premiers jobs en agence, est-ce que vous avez pareil senti une différence violente ou pas du tout?
Donc, tu veux dire nos jobs en agence avant de monter notre cabinet? Oui. Ouais. Par exemple, Euh, ça peut même être à plusieurs étages. Je sais par exemple Camille, elle a eu une expérience en agence en France et ensuite en Philippines et ensuite dans un troisième pays, je me souviens en pas tout de Australie. suite, Oui, en et Australie, ouais. aussi en Australie. Donc ça peut être, quels est-ce que, parce que j'ai pareil ce retour-là de certains architectes qui disent que surtout ceux qui travaillent dans des grands groupes, ils disent que qu'à l'école, ils sont super créatifs, ils créent des choses magnifiques et qu'arrivé en agence, on leur fait dessiner des toilettes. Donc je voulais Ouais. savoir, est-ce que vous aviez... Hum, C'est un peu un mythe, hein. Moi, j'ai Je l'impression. pense que ça dépend vraiment de... Ça dépend de l'expérience et sur qui on tombe, Ouais. en fait. Ça dépend de ce Que qui on tombe, ouais. pareil, moi après l'école, déjà avant l'école, moi je travaillais un peu en Allemagne en même temps que je faisais les cours. Et là, le gars il me donnait des concours à faire. Donc tu continues à faire ce que tu fais à l'école, donc tu es créatif. Et ensuite, quand je suis arrivé en agence à Paris, bah non, les gars ils étaient en mode bon ok, le premier cabinet, c'était oui, bon ok, on a une maison à cette phase, tu gères le truc quoi. Et après, je suis arrivé dans un gros groupe, comme tu dis. Et non, enfin, l'expérience était bien. Parfois, effectivement, tu as des tâches un peu boring parce que ça fait partie du métier. Mais tu as un peu de tout. Tu as un peu tu fais un peu à tout. Mais le choc était plus en termes de niveau d'exigence entre ce que tu dessines à l'école et ce que tu fais en agence. C'est-à-dire qu'à l'agence, tu te dis, bon, en fait, le truc, les gens, ça risque de se construire, quoi. Hum. Et puis, il y a des enjeux financiers derrière. Donc, pour moi, c'était plus là le choc. C'est-à-dire que chaque trait que je faisais, parce que du coup, quand tu arrives dans une agence, tu n'as pas du tout la partie que nous on est en train de connaître là, toute la partie gestion, tout ça, tu ne fais que dessiner en tant qu'architecte junior. Et oui, du coup, tu as un peu plus cet élément-là qui rentre en ligne de compte. Moi, je suis assez d'accord avec Osvaldo. Je pense qu'on se crée aussi l'expérience qu'on veut moi, j'ai fait des choix. Je savais, en fait, je savais que moi, mon job, je voulais vraiment m'amuser. Et en fait, je me suis jamais retrouvée dans la situation où je devais dessiner des toilettes. Vraiment, toutes les expériences que j'ai eues à chaque fois, je faisais soit du concours, ou même quand je faisais des projets en Australie, je bossais sur des projets de dingue. On bossait sur des projets en Chine, en Arabie Saoudite. Je me suis jamais ennuyée, en fait. Jamais, jamais, jamais. Euh, Parce qu'en fait, je savais que je voulais pas faire ça. Et je dirais peut-être plus, ouais, le choc, et je suis complètement alignée avec Osvaldo sur ça. Je dirais que le choc, c'est plus le, en plus de ton job d'archi, la charge de ton d'admin, en fait. On va dire ça comme ça. Parce que quand je suis arrivée par exemple, quand je suis arrivée en Australie, j'étais architecte junior et quand je suis partie, j'étais senior. Et en fait, quand tu montes dans une boîte, en fait, tu te rends compte que bah, quand tu es chargé de projet, tu commences à faire en fait beaucoup d'admin, tu envoies des contrats, tu envoies des factures, tu envoies des choses comme ça. Mais ça n'enlevait pas le côté créatif, ça n'enlevait pas le côté concept, workshop, etc. Après, peut-être, je pense que soit on a eu de la chance, soit on a aussi forgé nos expériences. Moi, je pense qu'il y a un truc qui a joué aussi, c'est que je pense que Camille, c'est un peu pareil que toi. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fini l'école, Ouais. j'ai pas envoyé j'ai pas choisi, je voulais pas juste un travail. J'ai un Ouais. peu sélectionné avec qui je voulais bosser. Donc, dans tous les cas, ce qui allait marcher, j'allais bien, quoi. Oui. Et je pense que tu as fait pareil, c'est-à-dire que les agences, tu les sais, enfin, après, c'est sans jugement, sans, il y a d'autres Oui. cas où les gens il faut trouver rapidement parce qu'il y a des problématiques, quand tu es dans un pays étranger, des problématiques Financière. financières, Oui. administratives et tout ça. Ouais. Mais moi, je pense que je me suis dit, ok, mais bon, j'ai pas envie Ouais. de m'ennuyer, quoi. Donc, je choisis des agences adaptées. Je suis complètement d'accord. Et moi, c'est un truc que j'ai toujours dit. En fait, moi, j'ai toujours fait mes choix. Je dis qu'il y a trois trucs que tu dois tirer d'une expérience professionnelle. Enfin, c'est ma croyance personnelle. Puis donc, c'est soit l'argent, soit le nom sur le CV, soit les projets. Des projets qui te bottent, où tu t'amuses, etc.
Et moi, j'avoue que j'ai toujours fait le choix des projets. Clairement, en Australie, j'ai eu deux offres de deux agences en même temps. Et il y avait une agence qui me payait moins, mais où je sentais que j'allais tellement m'amuser sur les projets. Et j'ai fait ce choix-là. J'ai fait ce choix-là parce qu'en fait, je savais que en fait, c'est une manière de continuer ma formation, voilà. Mais encore une fois, comme que ça peut aucun jugement. C'est vraiment en fonction des moments de la vie aussi. Peut-être que tu es à la recherche de choses différentes. Il y avait pas moyen d'avoir les deux. Il y avait pas d'agence qui offrait les deux, genre l'argent et la créativité. Honnêtement, la différence, elle était minime. Peut-être que si la différence, elle avait été énorme, peut-être que j'aurais fait un choix différent. Mais à ce moment-là, moi, je sais que à ce moment-là, j'étais pas à la recherche de ça. J'étais en mode à la recherche de me créer une expérience, etc. Moi, j'ai eu un retour d'expérience d'une amie qui a fait le choix. C'est-à-dire qu'en sortant d'école, elle avait une proposition très très bien payée et une proposition pas très bien payée dans un cabinet de rêve. Elle a choisi là où il y avait des thunes, quoi. Et elle est restée, elle est restée super longtemps dans ce cabinet. Mais tu vois, je pense qu'elle est un peu en dette, quoi. Parce que Ouais. elle a très vite monté, parce que du coup, elle avait un bon niveau pour le cabinet. Elle a très vite monté, mais du coup, c'est que des trucs chiants, tu vois. Ouais. Oui, et puis encore une fois, c'est des choix. C'est nous. Je sais Osvaldo et moi, je sais qu'on ne réfléchit pas comme ça. C'est clair que. Et aussi, encore une fois, je pense qu'il y a des époques, il y a des moments dans la vie. Moi, je sais, je sortais des études, je venais juste de me diplômer. J'étais pas bon. Ça fait 5 ans que je vis la vie d'étudiante. Déjà, d'avoir un salaire, j'étais là. Ouh, c'est génial. Donc, j'étais là, bon, ok, c'est pas grave, j'ai gagné un petit peu moins d'argent, mais je sais que le nom sur le CV et l'expérience, comment dire, ouais, l'expérience pro que ça va me donner, ben, en fait, c'est tellement important pour ma carrière future que bon, j'ai fait ce choix-là. Et puis, c'est aussi une question c'est des stratégies différentes. Tu vois. Peut-être que tu te dis, clairement, moi, dans ma tête, c'était en mode, ok, je vais dans des bonnes agences, je me forme, et après, je pars au Bénin. Je tente un truc. Donc, en fait, le but n'était pas de gagner de l'argent tout de suite. Mais de toute façon, à un moment donné, j'aurai un cabinet et que, Ouais. à ce moment-là, ce sera le moment de toujours faire des bons projets, mais Oui. voilà. Et puis clairement, pour en discuter plus sur Atelier comme maintenant, nous, on n'est pas, honnêtement, pour le cabinet, c'est pas une démarche. Ça a un gros impact sur la manière dont on travaille. C'est-à-dire faire de l'argent, bien sûr, on peut en faire, mais c'est pas ce qui nous guide en fait. Oui. C'est-à-dire créer une réputation, vraiment faire des projets dans le pays, la filière. Et puis on a l'impression que les choses se mettent en place en fait. Oui. C'est-à-dire tu pars de ce postulat-là, les choses vont se mettre en place. Donc, vous diriez que parce que vous aviez une idée de la pratique que vous vouliez avoir, vous avez choisi les expériences professionnelles qui allaient en adéquation avec, c'est bien ça? Alors, moi, ce serait mentir de dire que j'avais une idée de l'expérience professionnelle, mais disons que c'était sous-jacent. C'était pas un truc calculé, ouais, je sais que bon, dans tel nombre d'années, je vais. Non, c'était plus sous-jacent. Juste, moi, je suis sorti d'école, je me suis dit, ok, tu es mais il faut apprendre Ouais, à faire ton métier en fait. Voilà. voir, voilà, Ouais. plus tard, quoi. Oui, moi je dirais pareil. Je dirais que c'est pas, honnêtement, c'était pas calculé, mais disons que je me fiais à mon instinct de, ok, là je suis dans un bon endroit, je sais que je vais apprendre des choses. J'essaie vraiment de sentir les choses en me disant, bon, est-ce que ça va m'apporter quelque chose ou pas? Et puis après, l'addition de toutes les différentes expériences, tu acquiers une sorte d'expérience en fait. Mais justement sur le fait de choisir ces agences-là que vous vouliez, que en fait vous m'avez expliqué tous les deux que c'était pas des choix par défaut, c'était des agences que vous avez ciblées, que vous connaissiez et vous vouliez travailler pour elles. Sur le fait de choisir ces agences-là, j'ai deux questions. C'est déjà comment est-ce qu'on s'assure d'être pris et deuxièmement, une fois qu'on est pris, une fois qu'on travaille pour l'agence pas forcément l'agence de ses rêves, mais pour une agence qu'on respecte, comment est-ce qu'on arrive à gérer euh, la, le syndrome de l'imposteur ou la pression qu'on peut se donner à soi-même d'être à la hauteur ou pas de cette agence-là? Ouais, c'est complexe comme question. Bah,
Moi, je pense, première question, comment on s'assure des prix? Euh, Moi, j'avoue que depuis l'école, c'est un truc où moi, j'étais toujours très, très obsédé par la qualité de mes projets, la qualité de portfolio, Ouais, machin. Donc, c'est un je truc que à confirme. chaque fois, c'était toujours prêt. Je passais beaucoup de temps à refaire des portfolios parce que je voulais toujours avoir le meilleur Pareil, portfolio de la Terre. pareil. Et dès que je suis sorti de l'école, j'ai pris mon projet de fin d'études et j'ai fait un espèce de petit sur mon PFE. C'était un travail de Ok. groupe avec mon meilleur pote de l'époque. Mm. Et en fait, j'ai présenté ça comme, ok, j'ai pas présenté les autres projets, j'ai dit, ok, c'est le seul projet que j'ai, c'est mon projet de fin d'études. Et c'est avec ça que je postule, quoi. Ouais. Donc voilà, j'avais utilisé ça vraiment comme... et c'était aussi un conseil d'un prof. C'est pas un prof qui m'avait dit, ouais, bah écoute, tes autres projets, en fait. Bon, Ouais. Non, mais je suis voilà. complètement. En fait, là, Osvaldo répond et en fait, je suis complètement d'accord avec lui. Moi, je dirais souvent, par expérience, je me souviens, j'avais des copines qui m'ont. Enfin, bon, pour un peu revenir dans le truc que disait Osvaldo, c'est comme lui, obsédée par mon portfolio, mais vraiment obsession, c'est-à-dire que mon portfolio, je l'ai refait, je sais pas, 15 fois. Et en fait, je le refaisais tout le temps. C'était jamais je ressortais un portfolio qui avait 6 mois. C'est-à-dire, j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps en train d'améliorer mon portfolio. Et en fait, je me souviens de discussions avec des copines qui m'envoyaient, par exemple, elles me disaient, ah ouais, mais elle était vraiment forte dans ce truc. Et je disais, mais en fait, parce que j'y sacrifie vraiment Beaucoup de beaucoup temps. de temps, je reprends des docs. En fait, je mettais pas les docs que j'avais produits, j'avais aucun problème à reproduire Reprendre. complètement des nouveaux Ok. documents pour en Carrément. fait créer une direction artistique de tout mon portfolio. Mm. C'était hors de question de dire ah bah qu'est-ce que je mets là, pof, je mets un truc que j'ai. Bah non, ça marche pas avec le reste. C'est-à-dire que tu as une vision d'ensemble sur le portfolio. Au-delà de ça, moi je me souviens mon portfolio, je l'avais vraiment organisé en mode qui je suis, c'est-à-dire mes voyages, tout ce qu'ils m'ont appris. Mes différentes expériences et je voulais que en fait les gens à la fin de lire mon portfolio ils soient là mais C'est évident, quoi. c'est évident, c'est vraiment genre en mode ce candidat-là, il faut que et en fait ça a payé ça a Oui, toujours payé. Moi en fait, j'envoyais mon portfolio à chaque fois, par exemple en Australie, j'ai débarqué, je connaissais personne, je parlais très très mal anglais. J'ai envoyé mon portfolio en 2 semaines, j'ai eu quatre propositions d'emploi de juste avec mon portfolio. donc, Tu y es allé avant d'avoir le travail, c'est ça? Non, j'ai débarqué là-bas. Ok. Vraiment, j'ai débarqué. Ok. Voilà. Donc, et tu vois, et je pense que c'est pareil pour Osvaldo, c'est vraiment d'avoir un truc où vraiment tu te dis, quand les gens ils reçoivent ça, ils en ont pas reçu 500 comme ça avant, ils en reçoivent un et se disent, waouh, celui-là, faut qu'on appelle la personne. et c'est pas pour dire, c'est-à-dire que le portfolio, c'est une partie du truc. Ouais, C'est-à-dire que les projets aussi, c'était ouais, des espèces d'obsession d'avoir, voilà, de faire ouais, des projets super chiadés, de ouais. machin, de passer des heures à faire un dessin Oui, dont tout le monde s'en fout. Et en fait, ce dessin-là, après, tu peux le réutiliser dans ton portfolio ou le reprendre encore une ouais. fois. Donc, il y avait tout ça qui fait, bon, pour la question de comment être pris Attends, dans... juste, je voulais rajouter un truc sur ça, Oui. parce que je pense que c'est un bon conseil. Et tu l'as un peu évoqué en disant que toi, tu as présenté que ton projet de PFE. Et moi, c'est un truc, par exemple, je trouve souvent sur les portfolios, les gens, en fait, veulent absolument mettre des projets de première année. Et franchement, faut pas se mentir, les projets de première année, ils sont nuls. Il faut pas les mettre. Donc moi, c'est vraiment genre en mode, tout au long de ou à moins que tu aies un projet exceptionnel, mais euh, le truc, c'est de savoir aussi d'être juge et d'être comment dire, d'être exigeant envers soi-même, Ouais. de regarder son travail avec une vraie exigence, de dire pas, de pas se dire bon, je mets ce projet parce que je l'ai et que ça remplit une page. Non, t'es pas obligé d'avoir un portfolio de 100 pages, tu peux avoir un portfolio de 10 pages, mais tes 10 pages, elles sont exceptionnelles. C'est ça, Et chaque t'as projet. Ils sont sélectionné pertinentes. 3 projets, mais tes projets, ils sont exceptionnels. Et tu mets pas des projets nuls, tu mets pas nanana. Donc, ce côté sélection, Ouais. c'est ultra important. Et moi, c'est un truc que je vois tout le temps dans les portfolios. Des fois, on reçoit des portfolios aussi. Et je me dis, mais en fait, il y a un projet qui est bien. Et il y a des projets qui sont vraiment, tu sens, un Qui peu, desservent tout le ouais, reste, qui quoi. desservent tout le reste. Donc, bon. Et c'est vrai que c'est peut-être pas, c'est pas intuitif. Ouais, Tu as envie de montrer tout pour montrer que en fait tu as fait beaucoup de choses. ouais, Mais en fait,
Bon, je dis pas là, c'est en fin d'études, hein, mais pendant l'école, je peux prendre aussi, si c'est pour des recherches de ça, je pense que c'est bien de montrer une espèce d'évolution au Oui, travail. bien sûr. Mais du coup, t'es pas obligé de montrer tout ce que tu as fait pour montrer ton évolution. Tu prends des phases clés, Ouais. 3 projets à 3 moments différents, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment, je pense, la première clé, en plus d'essayer de faire des bons projets, Ouais. pour être pris dans l'agence qu'on veut. Ouais. Je pense que c'est les premières clés. Ouais. Maintenant, je sais pas sur ça, c'était bon. Oui, bien Et sûr. après, sur le sujet de comment éviter le syndrome d'imposteur quand t'arrives et tout, en fait, tu l'évites pas. Là, moi, j'avoue que pendant 1 an ou 2, j'avais du mal à dire je suis architecte, tu vois. Alors que je dis diplômé, je suis. Je suis là, le syndrome de l'imposteur. Mais ça part aussi parce que moi, typiquement, j'étais en relation plus, au lieu d'être en relation avec les têtes de l'agence qui sont super, sont impressionnantes, c'est des gens qui sont connus et tout machin. Tu as quand même des collègues et en fait, voilà, la relation se fait plus avec eux, tu vois. Et c'est eux la manière dont vous travaillez ensemble qui t'aide aussi à accepter aussi que tu as le même niveau que quoi. Je dirais. Mhm. Moi, je sais pas, le syndrome de l'imposteur, je ne vais pas paraître, comment dire, j'avoue, je l'ai jamais vraiment ressenti. Parce que aussi, j'ai eu des expériences, encore une fois, mon expérience en Australie, je pense qu'il y a une culture qui est différente. La culture francophone et la culture anglo-saxonne, elle est vraiment différente. Et il y avait une culture d'agence où mes boss, les big boss de l'agence, qui voilà, sont à la tête d'une agence internationale, qui est dans 4 pays, machin. En fait, les big boss, ils t'amenaient boire un café pour discuter de comment ça va et en te traitant comme n'importe qui. Et je pense, honnêtement, ça, c'est vraiment un truc un peu anglo-saxon. Ou alors, peut-être qu'il y a des agences en France. Mais moi, j'ai senti vraiment cette différence où ils te traitaient un peu d'égal à égal, quoi. Il y avait pas ça. Donc, de fait, j'ai l'impression de pas avoir vraiment jamais eu ce truc du syndrome de l'imposteur. J'ai l'impression que voilà, quand il y avait quelque chose qui allait pas, on m'en parlait, mais que généralement, et on me récompensait, c'est-à-dire on me faisait savoir qu'on faisait du bon boulot, on discutait et tout ça. Donc, franchement, j'ai eu beaucoup de chance sur ça aussi. Tu n'as pas eu de soucis avec la barrière de la langue, par exemple, de la langue et de la culture, par exemple? Alors, la barrière de la langue, oui, clairement, franchement, mais ça va exactement avec ce que j'étais en train de dire. Franchement, je parlais pas très bien anglais, j'avais un niveau correct d'anglais, mais là, je me suis retrouvée au bout, donc en gros, oui, voilà, au bout de plus de 3 semaines en Australie à bosser dans une agence. En plus, là-bas, ils ont un accent incroyable. Euh, et franchement, une fois sur deux, je ne comprenais pas ce que les gens me disaient. Mais, un peu dans le même, un peu pour poursuivre sur ce que je disais, il y a une vraie, je pense que ça c'est vraiment de la culture anglo-saxonne, où les gens t'encouragent toujours en fait, ils sont là, ah mais c'est génial, tu parles une langue qui est pas la tienne, ils t'encouragent, tu vois, à chaque fois je disais, je suis désolée, mon anglais est pas très bon, ils se disaient, mais non, qu'est-ce que tu racontes, j'ai compris tout ce que tu dis, donc voilà, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Je dirais que les anglo-saxons ont ce côté un peu très chill sur ce genre de truc. Beaucoup plus, beaucoup moins critique, Open. moins sur la langue que les francophones. Et aussi, même, je dirais, en évoluant un peu dans la boîte, il y avait vraiment ce truc où je me souviens, je bossais sur des gros projets pour des grands, comment dire, des grands stakeholders, comme on a. Il y avait des gens hyper importants à la table, le maire de telle ville, machin. Et en fait, mes boss m'emmenaient avec eux. Et en fait, ils me disaient, mais c'est toi qui présente. Je disais, mais vous êtes fous. Enfin, je sais pas, c'est qui parle bien anglais ici, c'est vous. Pourquoi c'est moi qui présente? Mon accent, il est nul. Et c'était là, mais c'est pas, honnêtement, c'est pas grave parce que tu vas présenter avec le cœur, tu vas donner l'intention, c'est toi qui as dessiné le projet. Donc, en fait, c'est normal que ce soit toi qui présente. Et du coup, tous ces trucs-là, en fait, te donnent vachement confiance en toi. Et puis, à la fin, à un moment, tu dépasses un peu le côté timide. Est-ce que je suis à ma place, etc. Et puis voilà. C'est vrai que c'est pas du tout pareil. Moi, j'ai mon expérience, mais j'ai aussi l'expérience de plusieurs amis. En France, par exemple, que moi je connais plus, ouais, il n'y a pas trop ce truc. C'est,
parfois tu Ok. dessines et c'est ton boss qui présente, quoi. Tu restes dans l'ombre, ouais. Ouais. Et ça, c'est un truc pour le coup, ouais. Enfin, moi, je sais que cette expérience-là, elle m'a appris énormément sur le côté archi pro, mais aussi humain, comment tu gères une agence avec une bonne culture d'agence. On va dire ça comme ça. Est-ce que vous avez ressenti des barrières liées au fait que vous étiez africain? En fait, c'est, en gros, je pense qu'une fois que je suis arrivé au niveau professionnel, là, j'ai peut-être plus ressenti que j'étais pas totalement, voilà, que j'étais noir, quoi. Ou africain. À l'école, vraiment, non. Peut-être aussi parce que j'étais protégé, parce que j'étais entouré de plein d'amis de partout dans le monde. Enfin, on avait un espèce de groupe de Brésiliens, Colombiens, Tunisiens. Enfin, c'était vraiment un groupe comme ça. Il y avait quelques Français avec nous, mais peut-être aussi ça a fait que, du coup, je n'ai pas vraiment ressenti de différence. Euh, mais ouais, c'est un sujet où c'est vrai que ressenti sans ressentir, quoi. Et si ressenti surtout au niveau professionnel. Mm. Moi, je dirais à l'école, oui, parce que, enfin, sans que ce soit nécessairement très lourd, hein, j'étais, donc moi, je suis métisse, on est sur l'audio, euh, donc voilà, pas de, voilà, mais j'étais la seule noire de ma promo. Donc sur 150 personnes, j'étais la seule noire. Il y avait un mec noir qui était dans la promo de dessus. Je le voyais, on faisait coucou dans les couloirs, de fait. Mais voilà, c'était du coup, peut-être, je sais pas, c'est Bordeaux ou quoi, mais du coup, c'était une école qui était très blanche. Et du coup, sur ça, c'était un peu étrange. Mais je dirais pas que j'ai pas eu l'impression que ça m'ait pénalisé. Et par contre, dans mon parcours pro, un peu encore une fois dans ce côté culture anglo-saxonne, etc., dont je parlais tout à l'heure, je me souviens, en fait, c'est moi qui me mettais des barrières parce que, en fait, j'allais sur les chantiers, je me souviens donc des chantiers avec mon boss à l'époque, et je lui disais, franchement, je me sens pas à l'aise, parler à des ouvriers australiens qui sortent un peu de la cambrousse, etc. Je suis française. C'est parce que bon, à la base j'étais française parce que j'avais un accent français. Je suis française, je suis africaine, je suis une femme. Et il me disait en fait, utilise ça. Tu es comme ça, donc tu vas pas changer. Donc utilise ça pour en fait obtenir. Comment dire, comment il m'expliquait ça en mode, mais c'est pas d'être quelqu'un d'autre de qui tu es. Tu es qui tu es, tu as un accent français, tu es une meuf et tu es africaine. Voilà, c'est un fait. Donc maintenant, bien évidemment que quand tu arrives sur les chantiers, tu vas pas parler aux ouvriers de la même manière que moi je vais leur parler par exemple. Mais c'est pas grave, essaye de trouver ce qui marche avec eux et utilise ça à ton avantage. Et c'était un très bon conseil parce que ça m'a vraiment aussi donné confiance en moi. Euh, Parce que j'ai l'impression que j'aurais pu me bloquer à ça en me disant oh là là, voilà. Mais non, ça m'a pas du coup peut-être Remarqué. un peu intimidant au début et puis en fait finalement je suis passée un petit peu au-dessus de ça quoi. Ok. Mais du coup, comment est-ce que tu l'as utilisé justement? Tu as juste accepté qui tu étais et bah, tu étais toi avec les ouvriers, avec les autres personnes, c'est ce qui a fonctionné, c'est ça? Oui, oui, je dirais ça. Je dirais dans le sens où, par exemple, moi, je suis pas quelqu'un de, comme on dit en anglais, assertif, tu vois. Genre, je peux pas arriver, rentrer dans les gens, donner des. C'est pas qui je suis. Moi, je suis plutôt, comment dire, je suis gentille, quoi. Donc, je joue la carte de la gentille. J'accepte que c'est ça, et puis c'est tout. Et en fait, quand je veux obtenir quelque chose, j'essaye de l'obtenir de la manière dont je suis. C'est-à-dire quand j'essaye de l'obtenir un peu dans le conflit, ça marche pas. Ça marche jamais en fait. Et j'essaye d'amener les gens sur le terrain de ce que je veux avec de la gentillesse ou avec, tu vois, plus Ça marche, c'est différent, mais ça marche. Donc je dirais plus ça, tu vois. Et puis mon accent, bon, j'ai un accent français, à couper au couteau en anglais. Peu importe en fait. Tant pis. Et puis en fait, ça crée un lien avec les gens. Ils sont là, d'où tu viens, nanana. Enfin bon, bref, tu vois. Comment ça se fait que t'es noir et
tu as un accent français. On parle d'Australie, hein. Là-bas, ils n'ont pas vu beaucoup de franco-béninoises. Donc, Ouais. Mais bon, peut-être, en fait, du coup, la manière dont ça s'est répercuté aujourd'hui dans l'école, je pense qu'on est tous les deux un peu pareils sur. Mais du coup, il y a quelqu'un qui, il y a quelqu'un qui joue le rôle du méchant. C'est pas nous. On a quelqu'un qui Ouais. fait ça. Ouais. Du coup, parce qu'en fait, Ah, on est c'est incapable. c'est aucun de vous deux. On est incapable de faire ça. Et du coup, il y a ce gars qui est là, qui met les stops à tout le monde. Et nous, on est Le bad toujours cop. très gentils, on demande les choses, on pousse les gens. Bon, après, je pense que aussi, on a un peu de chance, on a un peu embarqué les gens dans notre histoire. Oui, on est En fait, très enthousiaste aussi. ouais. Et je pense que ça embarque les gens. Ça embarque les gens. Donc, même s'ils savent pas faire, bon. Ils ont juste pour faire plaisir, en fait, tu vois. En fait, vraiment, je pense qu'on dégage un enthousiasme où on est là. Est-ce qu'on peut tenter de faire ça? Et du coup, tu sens que c'est assez communicatif. Donc, Ça marche. en fait, ce truc-là, j'ai Ouais. envie de dire, ça s'est un peu retourné aussi. C'est-à-dire que ici, clairement, bon, je pense que on nous remarque quoi aussi. On n'est pas trop. Ouais. Vous avez le problème inverse. Voilà, exactement. Et donc on essaie de jouer avec et d'avoir des gens qui sont, j'ai envie de dire plus ancrés, mais ça paraît horrible de dire ça, mais en même temps c'est un peu vrai. Qui connaissent plus au fait du contexte local. Voilà. Mais en même temps, qui nous comprennent et qui nous respectent. Et qui ont envie Bien. de faire en fait, je pense que ce qui change un peu, c'est que nous on n'est pas du tout dans une démarche de on va vous apprendre. C'est en mode, ok, ce truc-là, j'ai envie de le faire, je sais pas le faire, on va le faire ensemble. Oui. Et Ah ouais. oui, et aussi un autre truc, ça par exemple, je me souviens, ça c'est aussi une grande leçon que j'ai compris en fait. Justement, quand tu me demandais tout à l'heure par rapport à mon ancien boss qui me disait, il me disait, en fait, quand tu sais pas, pose des questions. C'est pas parce que c'est toi qui gères le projet que tu peux pas poser de questions. Au contraire, les gens te trouvent beaucoup plus sympa. En fait, quand tu dis que tu sais pas, Ouais. tu sais pas. Ouais. Et ils vont t'expliquer, non seulement tu vas gagner en expérience, et ça va te rendre beaucoup plus humain. Et lui, par exemple, donc un mec, pour donner un peu un tableau australien, blanc, 60 balais, et en fait, lui, il avait fait qu'une licence je crois, une licence d'archi, enfin là-bas c'est un peu différent comment ça fonctionne, mais une licence de design, il n'avait pas de master, et il est à la tête de cette agence de dingue, et en fait, jamais ça a été comment dire, un point pour lui de se sentir un peu moins que, tu vois, par exemple, moi, clairement, j'ai plus diplômé que lui. Et il était là, il vient sur tous les toits, et puis, oh, tu sais, moi, j'ai qu'une licence, nanana. Mais le mec, c'est un génie, tu vois ce que je veux dire? Ou, par exemple, un autre exemple, il faisait, c'est-à-dire que, en termes, en anglais, il faisait des fautes. Il faisait des fautes d'orthographe. Et il me disait à moi, la française, de corriger ses fautes. Et tu vois, genre, rien que ça, je trouvais que c'était hyper touchant. Ça faisait en sorte que il fonctionnait de la même manière avec les ouvriers sur le chantier. Mais tu vois, de montrer, par exemple, à tes employés que, en fait, bah, il y a des trucs sur lesquels t'es bon, mais il y a des trucs sur lesquels t'es pas bon et t'as besoin d'aide. Et en fait, moi, ça me faisait en sorte que j'étais plus proche de lui, parce que je trouvais que c'était quelqu'un d'humain, c'est pas le big boss, tu vois. Et pareil sur les chantiers, c'est avec les ouvriers. Ah, mais explique-moi comment ça marche ce truc, je sais pas. Ah, mais franchement, c'est une super bonne idée, faisons ça. Complètement. Donc, ouais. Donc, on cultive un peu un truc le truc de l'architecte star, c'est pas trop notre, tu sais, un peu capricieux, Ouais. qui a des exigences typiquement à l'école, c'est vraiment ça qu'on a vu, nous. Moi, en tout cas, à l'école, c'était vraiment, on parlait que des archis un peu comme ça, Ouais. un peu capricieux et qui voulaient leur truc à eux. Ouais. Et je pense que nous, on pratique un peu différemment, même si je pense que peut-être moi j'ai un peu plus de relance de ça parfois. Mais on essaie de pratiquer vraiment différemment et de faire avec les gens. Oui, pas se mettre au-dessus, pas de partir comment dire, on n'est pas les architectes. Et ouais. même ça, peut-être on va dans des questions que tu vas poser après, mais ça nous embarque un peu. Vas-y, Mais y a pas de souci. même avec l'ouvrage, en fait. Même le maître d'ouvrage, c'est-à-dire qu'on est toujours dans une démarche. Je pense que c'est la manière dont le métier de prêtre. Ouais. La norme, c'est ça, c'est des allers-retours en permanence. C'est-à-dire que si le mec il vient et nous dit bon en fait ce truc-là ça me va pas du tout, bah on va essayer de trouver une manière de faire un truc qui lui plaît et qui nous plaît Ouais. aussi. Oui. On va Oui, pas être c'est là, ça. il a touché mon œuvre architecturale, sacrilège, et Oui, tout ça. complètement.
Ouais, l'idée, c'est Ouais, vraiment de c'est... trouver quelque chose qui soit, qui aille pour lui, parce que ça, c'est important pour nous. Les Pour gens, ils nous. vont, ouais. Les gens, ils vont vivre dans ces maisons-là, donc on n'a pas Ah oui. envie, tu vois, de leur proposer des choses qui leur correspondent pas du tout. Il faut que les maisons, en fait, on a l'impression qu'on peut composer et faire une archi qui est incroyable, tout en composant avec qui sont les personnes. Et en fait, ça donne une pluralité à ce qu'on fait aussi qui est dingue. On a vraiment, dans nos projets, on a des projets qui reflètent vraiment le caractère de nos maîtrises d'ouvrage. Et moi, je trouve ça assez génial. Sur ce travail d'écoute et de travailler en collaboration, est-ce que vous arrivez, euh, comment dire ça, est-ce que vous arrivez, parce qu'il y a, il y a des lubies j'appelle ça des lubies, mais il y a des lubies de maître d'ouvrage. Et parfois, la solution que vous proposez, c'est une solution honnête, c'est pas une lubie d'architecte de votre côté, c'est une solution qui est honnête et qui va lui permettre de vivre mieux. Mais est-ce que vous arrivez, comment, pas est-ce que, mais comment est-ce que vous arrivez à gérer cette politique-là entre le mec je sais pas, qui a trouvé que dans son voyage en Italie, on a fait tel type de fenêtre et qui veut absolument répéter ça chez lui. Genre, comment est-ce que vous arrivez à Oui, composer avec ça, par exemple? moi, je dirais que c'est d'être vraiment dans la communication et de pas. En fait, j'ai l'impression que quand tu te butes tout de suite, j'ai remarqué que la conversation, elle prend un chemin où, en fait, t'as plus d'issue. Tu te butes, la personne en face se bute, et là, c'est fini. En fait, t'es en mode, t'es en conflit l'un contre l'autre, et t'essayes pas vraiment d'expliquer d'où vient le truc. En fait, on pratique cette manière, c'est-à-dire que nous, dans notre vision, on est comme ça, on essaye de communiquer avec les maîtrises d'ouvrage, mais en vrai, des fois, je sais pas, il y a des maîtrises d'ouvrage qui vont nous sortir un truc, et là, vraiment, tout de suite, on se ferme, machin, et moi, de ce truc-là, j'en suis coupable, et j'ai remarqué qu'à chaque fois que je fonctionne comme ça, le projet il perd finalement. J'ai l'impression qu'on va dans une direction où ça va pas, il y a du conflit qui se crée. Donc plutôt que d'être tout de suite en mode ah bah c'est pas beau parce qu'en fait là bah, tu vexes juste la personne en face ou ça va pas dans mon projet, c'est de comprendre pourquoi elle veut ça, Oui. d'essayer de comprendre et de l'amener sur un terrain. C'est de la sociologie, hein, en Ouais. vrai. Tu la mets sur un terrain Mm. qui toi te correspond, mais en même temps ne dénature pas qui elle est. Tu vois, Ou ouais, souvent, les gens, ils disent, OK, on va faire ça. Tu proposes la solution toute prête. ouais, Et en fait, parfois, t'es en mode, genre, bah, pourquoi? ouais. Parce que c'est trop bizarre pour nous, parfois. Mm. Donc, une fois qu'on demande à la personne, OK, quel est l'objectif Oui. de ça? Les gens, soit ils arrivent à trouver Mm. la raison, et du coup, à partir de cette raison-là, on peut leur proposer une solution Oui. qui nous convient mieux, donc comme Camille les a amenés sur le terrain, ou ils n'arrivent pas à trouver la raison, et là ils se disent, bah en fait, Oui, pourquoi c'est en complètement con. Oui. Et je Et- dis, c'est pas toi qui le dis, c'est pas con, mais je veux Oui. dire, ça marche pas quoi. Ouais, ça marche pas. Donc voilà, c'est une manière d'amener les gens un peu vers soi quoi. Et- Mais tout en ouais. voulant répondre à cette... Oui, en répondant au sujet, mais aussi, je pense que aussi ça part de la toute base. On se rend compte que nous, on crée des relations sur le long terme avec nos clients. Ok. On a vraiment dès la base, on essaye d'être le plus possible, le maximum possible dans la transparence de tout en fait. On essaye d'être le plus transparent possible et en fait, on se rend compte que même par exemple sur des phases administratives, juste quand tu parles au début de contractualisation de projet et tout, on essaye d'être le plus transparent possible et de dire aux clients, écoutez, on va construire ce projet avec vous. Et quand on arrive à créer cette bonne base solide, on se rend compte que les clients nous font confiance. Ouais. Et à ces moments-là, les moments où ils te disent, voilà, j'ai vu telle porte en Italie, machin, là tu leur dis, non mais écoutez-moi, faites-moi confiance. Genre, vraiment, quand tu sens qu'il n'y a pas d'issue possible, nous, c'est notre métier en fait. Vous allez réfléchir à cet aspect esthétique ou à cet aspect de je sais pas quoi, de ce que vous avez vu. Mais nous, on réfléchit à ça, on réfléchit à la thermique, on réfléchit à la ventilation, on réfléchit à ça. On a tout. Donc faites-nous confiance en fait. On connaît notre métier et et j'ai l'impression que quand tu as réussi à construire cette bonne base solide à la base, souvent des fois les clients ils se disent mais ouais en fait je leur fais confiance, je fais appel à des archis donc pourquoi pas ne pas leur faire confiance aussi. Ça, je pense que c'est la réponse dans la phase opérationnelle une Oui. fois qu'on a le projet. Mais il y a aussi un gros travail qu'on fait et on le fait pas forcément exprès. Mm. C'est qu'il y a une espèce de filtre avant de prendre des projets. Oui. C'est-à-dire qu'on ne veut pas prendre des projets à tout prix. Oui. Donc en fait, si le maître d'ouvrage
Bon, déjà, nous, on a une politique un peu. Enfin, je pense que c'est normal partout dans le monde, mais je sais qu'à Cotonou, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que si quelqu'un nous contacte pour un projet, on va avoir tendance à lui montrer ce qu'on fait. Première chose. Voilà, on fait ça, c'est notre Ok, identité, c'est un éditorial. Si ça vous parle, on peut aller plus loin. Si ça vous parle pas, on peut vous donner des contacts. Oui, Donc ça, c'est un truc qu'on fait ok, toujours. Et en fait, ça permet de filtrer. de filtrer, de s'assurer que la personne a compris vers où tu vas d'habitude. Ça veut pas dire que tu vas lui reproduire la même chose, mais il comprend un peu tes mécanismes, bon, d'une certaine manière. Donc, le mec qui te demande des trucs qui vont complètement contre ta nature, il y en a beaucoup qui passent, Ouais. qui rentrent pas dans enfin, Oui. pour qui tu travailles pas comme ça, quoi. Nous, c'est vrai que c'est un choix qu'on fait. On a toujours privilégié nos principes. En fait, Osvaldo et moi, quand on a monté l'agence, je pense que très vite, on s'est dit, bon, il faut qu'on fasse une sorte de manifesto de Atelier-Co. C'est qui Atelier-Co? Et on a des principes. Osvaldo et moi, même tous les deux, on est deux personnes assez différentes. Et on réfléchit de manière différente. Et c'est génial pour les projets. Parce qu'en fait, on se rend compte que quand on conçoit les projets à deux, les projets ils gagnent en qualité. De dingue. Mais ceci dit, on est des personnes différentes. Et en fait, au début, on s'est posé et on s'est dit, bon, quels sont les principes de Atelier-École sur lesquels on est tous les deux, mais 100% d'accord, et ce sont des principes qu'on applique à tous nos projets. C'est-à-dire, peu ok, importe, ce sont nos principes de base. C'est notre manifesto, c'est Atelier-École, c'est ça. Typiquement, le côté durabilité, c'est-à-dire que nous, on explore vraiment de la construction avec on a des structures conventionnelles, mais on fait pas de remplissage en briques de ciment, en aggloméré de ciment. On fait pas ça. Donc tu vois, sauf dans des cas particuliers où par exemple on est dans dans de l'existant ou voilà. C'est-à-dire qu'on essaie toujours d'apporter un matériau durable. C'est-à-dire que ça hmm, nous est déjà arrivé, tu vois, par exemple, au tout début, on a des projets où, pour des raisons économiques, on a dû quand même faire des partitions intérieures avec des briques de ciment, ouais, mais on a tout fait pour que toute la coque soit en terre. ouais. Voilà, pour que le bâtiment soit le plus efficace possible. Maintenant, on fait plus de tout ça. Maintenant on fait plus. Mais, On avance aussi. c'est ça, On s'affirme. on s'affirme de plus en plus. Ouais. Mais ce genre de truc, c'est pas du tout courant, c'est pas du tout commun. Ouais. Et donc, le maître d'ouvrage à qui on explique ça au début et qui dit, bah, en fait, moi, Je m'en je fous. veux faire Ouais. du ciment. Bah, on peut pas bosser ensemble, quoi. Et puis on c'est lui dit accepté bah de perdre. ouais, ça c'est pas nous, c'est pas notre manière de travailler. Donc il y a je sais pas, il y a environ 250 autres archis à Cotonou, à Cotonou au Bénin, aller voir un d'entre eux qui travaille comme ça quoi. Et moi, je me rappelle que j'avais aussi un boss qui disait, bah oui, en fait, à partir du moment où tu prends un mauvais projet, donc quand je dis mauvais projet, c'est par rapport à toi, ta Un ligne. projet qui te Oui. ressemble pas. Si tu prends un mauvais projet, en fait, ça va appeler d'autres mauvais projets. Et après, tu te Ouais. retrouves enfermé dans un truc où tu fais des projets qui te plaisent pas, où Ouais. tu es toujours énervé, tu pars en dépression, etc. Oui, En fait, il y a un vrai truc aussi un peu de. C'est peut-être un peu facile de dire ça, mais de pas travailler avec tout le monde, ouais. tu peux pas plaire à tout le monde. Non, on peut pas faire à tout le monde. D'accepter ça et de dire, bah voilà, je parle à certaines personnes et je vais faire avec eux. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, par exemple, sur votre parti pris de travailler avec des matériaux durables et de travailler principalement avec la terre, pour le moment ou pour l'évolution de la politique et de l'architecture aujourd'hui en Afrique, ça vous exclut d'office des gros projets, ou en tout cas avec ce que moi j'en sais. Ça vous exclut presque d'office des gros projets. Et vous êtes, et même au-delà de ça, sur des autres clients plus classiques, il y a quand même un gros trait qui se Mm. fait. Et du coup, Mm. même si vous êtes une agence d'architecture, même si vous êtes une agence d'art, vous êtes d'abord une entreprise. Est-ce que vous êtes à l'aise ou euh, est-ce que vous acceptez ça et est-ce que ça vous met pas en difficulté sur ce plan-là? Moi j'ai envie de dire non. Alors après, d'un point de vue comment dire, les gros projets. Euh, Nous, de base, on a, comment dire, pour l'instant, c'était toujours un peu focalisé sur le marché plutôt privé. Ok. Pour plein de raisons, parce que, en fait,
On a envie aussi de tester à une certaine échelle toutes les choses. On a envie de travailler beaucoup avec des principes, d'expérimenter et tout. Et finalement, le marché privé sous-traite quand même pas mal bien à ça. On a des maîtrises d'ouvrage. Tu as un rapport proche, tu vois ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de la transparence avec les maîtrises d'ouvrage, de créer des relations de confiance où tu peux évoluer main dans la main et construire des projets. Donc, pour les gros projets, ça c'est un autre sujet. Et surtout, oui, sur les gros projets, il y a un truc qu'il faut prendre. Parce que tous les deux, on a bossé sur des gros projets. Oui. C'est-à-dire qu'on en a fait quoi? Oui. Des gros projets où il y a des trucs énormes et c'est vraiment des challenges de fou. Mais voilà. C'est-à-dire que maintenant, c'est pas notre objectif aujourd'hui. Oui. En fait, peut-être, ce qu'on envisage, c'est peut-être un jour, l'idée c'est que le jour où on se lance dans les gros projets, c'est d'avoir les reins solides et l'identité suffisamment solide en tant qu'Atelier Corps. On sait que Atelier Corps en fait fait ce type d'archi avec ce type de principe. Et d'avoir un peu les épaules solides pour que quand ces gros projets vont arriver, que on puisse quand même être dans notre ligne éditoriale. Donc, quand on dit les épaules solides, c'est vraiment c'est pas être capable, c'est pouvoir dire ok, ça j'ai fait ça, pour regarder ça, aller voir, c'est construit, ça a vieilli de telle manière, etc. Et voilà, et pouvoir s'affirmer en fait. Et si vous vous adressez à nous, c'est que de toute évidence, vous êtes attiré par ce type d'archi. Donc voilà, pour ce type d'archi, il faut ce type de principe. Un peu. Et pour le marché privé, je dirais qu'en fait, de base, et en fait, non, finalement, il n'y a pas vraiment de différence ni marché public-privé. En fait, on est des archis, on s'est toujours positionné sur une sorte d'architecture de niche. Okay. Et on est niche. Et en fait, C'est quoi votre niche, par exemple? Bon, moi, j'ai toujours du mal, j'ai du mal à dire qu'on fait de l'archi bioclimatique ou En plus, on n'est pas. On s'en est pas parce qu'en fait, on peut pas non plus se cloisonner à des choses, voilà. Et on peut pas non plus être mis dans une catégorie. Souvent, en général, quand tu te positionnes et que tu dis de manière très forte que tu fais des types d'architecture, on te met dans une case et puis après, et nous, peut-être que tu restes enfermé. Ouais, voilà. C'est-à-dire, tu vois, rentrer dans des trucs où c'est pas forcément attendu peut-être et l'amener quand même. Oui. Tu vois, et du coup. Ouais. Et donc du coup, donc on a des principes. On a des principes qui s'appliquent à la manière dont on réfléchit. Donc on parlait du principe de durabilité. Dans le côté durabilité, il y a bien évidemment construire avec des matériaux les plus propres possibles. Quand on peut, et comme on t'a dit tout à l'heure, c'est pour ça qu'on se met pas dans une case. Et quand on peut, quand on n'a pas le choix, on explore des alternatives, on essaye d'apporter des petits éléments pour faire en sorte que les bâtiments qu'on propose soient le plus adaptés possible au contexte local. Donc le côté durabilité, il y a ça, c'est créer une architecture qui est adaptée au contexte en utilisant des matériaux les plus propres possibles, en utilisant le plus possible les matériaux locaux quand on le peut, et quand l'industrie est ok, le permet. Quand l'industrie le permet. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte. Ça, c'est un élément aussi qui nous a fait un peu bouger. Oui. C'est-à-dire qu'en créant un cabinet, on avait une certaine image de ce qu'on pouvait faire. En fait, le contexte local, les artisans, les entreprises, les industries nous ont fait un peu bouger sur ce qu'on peut faire et comment on peut gagner quand même avec ce qu'on a. Et comment faire en sorte que tout le monde apprenne ensemble, en fait. Ouais. Donc ça, il y a le côté, oui, on va dire, on réfléchit essentiellement, c'est-à-dire que nous, les premières manières, dès qu'on a un nouveau projet, on se positionne toujours en fonction de la ventilation naturelle, de l'éclairage naturel, le plus possible. Laisser pas mal d'emprise au sol pour des espaces végétaux. Donc d'avoir ça nous exclut de beaucoup. Ouais. Donc et ça c'est vraiment des parties. Vous ne vous posez jamais sur le sol, c'est ça? Non, on veut pas remplir les parcelles en fait. Donc on se pose au sol, mais on laisse de l'espace de pleine terre. Ouais. Beaucoup.
Ok. pour des raisons architecturales, mais aussi pour des raisons urbaines. C'est-à-dire qu'il faut laisser Écologique. les sols Respirer. respirer, absorber l'eau quand il pleut. On a des contraintes urbaines en Afrique, tu sais, on se développe un peu de manière un peu dingue. Donc les enjeux sont un peu fous. Donc il faut penser à comment chacun, sur son petit domaine, peut intervenir sur le Sur la fonctionnement ville, de la ville. Donc la pleine terre, pour nous, c'est ça, c'est infiltration de Ouais. l'eau, mais aussi utiliser les plantes comme élément architectural, Ouais. à proprement Le parler. paysage, oui, Et absolument. utiliser pour la ventilation naturelle, utiliser un arbre pour cacher une fenêtre au lieu de mettre une casquette, voilà ce genre de Ouais. choses, on essaie de faire ça. Ouais. Donc ça, je dirais que tous ces éléments-là, ils rentrent dans le côté durabilité. Après, on a un côté, on va dire, qu'on appelle un principe de flexibilité, qu'on applique à tous nos projets. Donc, le côté flexibilité, c'est-à-dire, on est dans un contexte particulier avec des usages propres à ici, on est dans un climat tropical humide, mais on joue avec quand même pas mal de contraintes. Donc, on a effectivement l'humidité, les fortes intempéries, mais on a aussi une saison sèche, et on a des moustiques, on a de la poussière, on a des méthodes d'habiter qui sont pas les mêmes. Ici, par exemple, en général, quand on fait la cuisine, on a besoin d'espace extérieur. Donc, en fait, nous, l'idée de notre archi, c'est vraiment de s'adapter, de proposer quelque chose qui soit flexible et qui puisse s'adapter vraiment à ces différentes contraintes. C'est-à-dire, dans la même maison, il y a toujours un élément qui va permettre d'accommoder plusieurs usages, etc. Donc flexibilité, on a parlé de durabilité, il y a la rationalité. La rationalité, bon, pour des raisons évidentes, dans nos process, nos manières de travailler, on travaille beaucoup avec des bureaux d'études, c'est-à-dire on fait pas, je sais que ici ça se fait beaucoup de produire soi-même les plans d'électricité, les plans de plomberie, etc. Nous, en fait, on fait appel à des professionnels sur ça parce qu'en fait, on voit que les projets ils gagnent en qualité. Donc il y a ce volet, effectivement, s'entourer des professionnels, Ouais. parce que chacun son métier quand même, Mm. mais aussi faire des grosses synthèses entre les professionnels, c'est-à-dire Ouais. vraiment le cœur de notre métier d'architecte, le métier c'est ça, hein. C'est un peu chef d'orchestre, il y a plein de gens qui travaillent et toi tu as une maquette où Ouais. tu mets tout ensemble et tu fais tout fonctionner pour que ça ressemble à ce que tu as demandé à ton maître d'ouvrage. Mm. Il y a ça et la rationalité pour moi c'est surtout le sujet de limiter les surcoûts pour que le projet, c'est-à-dire pourquoi? Parce que c'est surtout en termes de coût en fait. Oui. Comment tu fais pour que le maître d'ouvrage arrive à avoir une maison qu'il veut sans jeter plein d'argent dans ce qu'il voit pas? Mm. Donc, et ça, je pense que ça, c'est une réaction directe à ce qu'on voit dans le paysage Ouais. cotonnois. On voit beaucoup de bâtiments qui ne sont pas rationnels, qui coûtent très très cher, Ouais. mais qui coûtent pas cher pour les bonnes raisons. Oui. Donc, nous, on préfère Oui, avec une finition des finitions très donc, moyenne, on préférera travailler sur une structure très très rationnelle, ouais. qui coûte moins cher, et mettre de l'argent plutôt Dans les des belles finitions. fenêtres en bois. Donc, Ouais. utiliser les matériaux locaux, toujours on est là. Donc, pour utiliser des fenêtres en bois, il faut de l'argent pour mettre des gros artisans dessus, pour pouvoir mettre des matériaux locaux. On aime beaucoup. On n'aime pas trop mettre du carrelage, par exemple, nous. Ouais. Ça nous arrive, mais on essaie de pousser un peu les matériaux, ce qu'on sait faire ici, quoi. Oui. Et parfois, ça coûte plus cher que les matériaux internationaux. Mm. Donc, pour ça, il faut limiter le coût de ce que le maître d'ouvrage ne voit pas. Ouais. Et c'est ça aussi la rationalité, en plus de faire la synthèse avec tous les bureaux. Bien sûr. Et tu dirais, donc, rationalité, ça découle un peu ce que vient de dire Osvaldo, ça découle avec le quatrième principe, qui est un principe de simplicité. On propose une architecture qui, en fait, est très simple. C'est-à-dire, dans les volumes, on a la recherche vraiment d'une forme de simplicité, mais d'une sorte de pureté dans la simplicité. Nous, on voit vraiment la beauté dans les détails, dans les volumes, dans la lumière, dans les choses comme ça. Donc, on propose une architecture qui est finalement très très simple, assez minimaliste. On cherche pas une originalité dans la forme. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce truc Oui. de faire des formes, de faire des traits. Ouais. On cherche pas l'originalité là. On va chercher l'originalité plus comme Camille dit dans la lumière. Dans le matériau. Les petits détails, Ouais. comment je fais mon petit luminaire sur ma façade de manière assez cool, voilà, Ouais. comment je fais mon rejet d'eau. Donc c'est ces trucs là qui nous... Oui, ça nous. Et en fait, finalement, la simplicité, donc ça rejoint plein d'autres principes. Hein. La simplicité, elle marche avec la rationalité, elle marche aussi avec la durabilité.
C'est-à-dire, plus tu as une architecture qui est simple, plus, voilà, plus tu économises de matériaux, etc. Donc, c'est un cercle un peu vertueux. Et le dernier principe, c'est l'authenticité. Donc, l'authenticité, je dirais qu'il y a deux volets. L'authenticité, c'est de faire une architecture qui est ancrée dans le contexte local et qui soit reconnaissable comme une architecture, en fait, africaine, mais aussi béninoise. On veut pas faire une architecture tropicale, balinaise ou mexicaine, ou il y a des voilà, il y a des très belles références, mais nous, on a envie de faire une architecture qu'on reconnaisse comme une architecture d'ici. Voilà, de se créer vraiment une identité, un vocabulaire propre à ici. Et, et l'authenticité, ça va aussi dans le côté, là, je dirais plus côté rationnel, ça va avec la rationalité, en fait, tous nos principes se recoupent. Mais l'authenticité, c'est vraiment d'être authentique dans la manière dont on conçoit. C'est être honnête avec vous-même, quoi. Super honnête. Et l'honnêteté, c'est aussi pour les matériaux. Par exemple, on n'aime pas vraiment le côté revêtement, c'est-à-dire quand on utilise un matériau, on veut qu'il, comment dire, Qu'il apparaisse. Qu'il apparaisse, quoi. De pas le recouvrir de. Tu vois, par exemple, déjà, ça nous est arrivé une fois, un maître d'ouvrage nous a demandé des fenêtres en alu mais couleur bois, avec une espèce d'effet bois. Tu vois, ça, c'est un truc qu'on peut pas. On n'y arrive pas. Ouais, En fait. tu vois. Vraiment, en fait, c'est d'être honnête, d'être vraiment honnête dans Donc, la. parfois, on a l'impression qu'on va contre-courant parce que effectivement, tu as des maîtres d'ouvrage qui viennent et qui nous disent, écoutez, tout le monde fait du bois reconstitué pour faire sa cuisine, pour vous proposer une fenêtre en bois massif. Et nous, on est là en mode, en fait, votre bois reconstitué, il va pas durer longtemps. Vous, déjà, il va pas durer longtemps. En plus, vous soutenez pas une économie locale. Ouais. Et en plus, ça pollue puisqu'il faut faire venir ça de je sais pas où. Donc, on est dans un truc où on essaie, on n'est pas des donneurs de leçons, hein, mais il y a une cohérence, quoi. C'est vraiment nos principes voilà. à nous. On essaie vraiment de faire un truc soit le plus vertueux possible. Oui, exactement. Autant. On n'est pas parfait. Mais... Même les faux plafonds, on essaye de pas faire. On fait pas beaucoup de faux plafonds. Enfin, ça va aussi dans ça. On essaye d'avoir vraiment un truc qui soit assez honnête. Voilà. Donc, les 5 principes de l'atelier Colle, ils se recoupent tous. Et en fait, on n'a pas répondu à ta question initiale. Donc, avec ces principes-là, quand les maîtres d'ouvrage arrivent, ils sont au fait de ça. On n'essaye pas de cacher qui on est pour obtenir un projet. On leur dit tout de suite, nous, on fonctionne comme ça. Si ça vous intéresse, banco, on y va. Et en fait, finalement, ce dont on se rend compte, c'est que il y a l'industrie au Bénin, la construction, je dirais qu'elle est quand même en boom, en ce moment. Ça construit beaucoup. Et en fait, les gens qui se retrouvent pas dans les trucs classiques, de fait, s'adressent à nous. Ou les gens qui sont à la recherche de ces éléments-là, de fait, s'adressent à nous. Donc, on n'a pas vraiment ce sujet de... On est niche, mais du coup, la niche qui cherche ce type d'archi, en fait, s'adresse à nous. Intéressant. Tout à l'heure, tu parlais d'une architecture tropicale africaine. Comment est-ce que tu fais la différence entre... qu'est-ce qui fait une architecture tropicale africaine? Je dirais... Nous, on se pose beaucoup de sujets sur les vrais usages, ce que je disais, les usages des gens d'ici. Donc, certes, on est dans un climat tropical humide. Il y a des climats tropicaux humides ailleurs dans le monde. Je pense par exemple aux Philippines, à Bali, Tulum par exemple. Mais il y a certaines contraintes qu'on a ici qu'ils n'ont pas ailleurs. Et par exemple, peut-être qu'eux, ils ont des contraintes que nous, on n'a pas. Typiquement, on est tropical humide, on a un vrai problème avec, par exemple, le paludisme. Donc, les moustiques, de fait, c'est un super gros problème, en fait. Donc, dans notre manière de réfléchir l'archi, il faut qu'on intègre ces éléments-là. Aussi, la manière de vivre, c'est-à-dire, certes, il y a les mêmes climats ailleurs, mais les gens vivent pas de la même manière, ils n'ont pas les mêmes usages. C'est de comprendre comment les Béninois utilisent l'espace, et aussi d'essayer de faire refléter ça dans l'archi. On n'est pas à la recherche à tout prix de créer une identité, mais de fait, c'est-à-dire en combinant, en essayant de répondre à toutes ces contraintes, on voit qu'il y a un langage, on a quelque chose qui se crée, et on voit qu'il y a une sorte de vocabulaire commun qui apparaît un peu sur tous nos projets, en essayant tout simplement de répondre à ces contraintes-là.
nous, il y a un sujet sur lequel on travaille vraiment énormément, c'est la question de l'ouverture dans le bâtiment. Donc en fait, comme je disais tout à l'heure, donc ici il fait chaud la plupart du temps, la plupart chaud et humide. Donc pour créer le maximum de confort thermique à l'intérieur, on se rend compte que franchement la méthode la plus efficace, c'est de créer quand même du mouvement d'air. Donc ça veut dire générer des grandes ouvertures. Maintenant, quand on génère des grandes ouvertures, on a tout de suite le problème de l'ensoleillement. On a quand même pas mal de soleil. Donc voilà, comment on vient traiter la question de l'ensoleillement. Après, il y a le sujet des moustiques, que je disais. Donc forcément, là, on a une couche qui se rajoute. On a souvent des couches de moustiquaires, etc. Si on veut fonctionner, bien évidemment, avec la ventilation naturelle, nous, c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur de fonctionner le plus possible avec la ventilation naturelle. Donc, il y a le sujet des moustiques. On a, par exemple, en Harmattan, on a beaucoup de poussière. Comment on règle ce sujet-là? Et aussi, par exemple, ici, il y a un sujet qui est vraiment très local, c'est les gens sont obsédés par la sécurité. Disons, je pense pas qu'on soit un pays qui soit moins sécure que, par exemple, je pense, le Mexique. Mais quand tu regardes l'architecture au Mexique, tu vois des super belles ouvertures. Il y a 0 barreau et tu te dis mais en fait pour moi le Mexique dans mon idée le Mexique c'est un pays qui est beaucoup plus dangereux que le Bénin mais ici je pense que les gens sont vraiment obsédés avec ce sujet de la sécurité et on ne peut pas ne pas y répondre. Donc comment on fait une archi qui réponde à ça? C'est-à-dire et là on se rend compte qu'en fait que au niveau de l'ouverture il y a vraiment une démultiplication des systèmes à mettre en œuvre. Il y a un système en général de vitrage qui va venir fermer par exemple quand il y a des intempéries. Il y a un système de sécurité qui va protéger ta maison et il y a un système de moustiques. Et on joue beaucoup sur en fait comment traiter en fait ce sujet d'ouverture. Ouais. Et en fait de fait, juste en essayant de répondre à ces questions-là, on se rend compte que les réponses qu'on apporte créent une identité typique en fait de l'atelier. Et du coup, comment on a décidé de travailler ensemble? En fait, je pense qu'il faut qu'on commence à comment on s'est rencontrés en fait. Osvaldo m'a écrit m'a écrit un mail et en fait à la base il faisait partie du collectif et en fait tout simplement en fait il me proposait, je crois qu'ils avaient vu. Moi, j'avais été publiée il y a quelques années parce que j'ai gagné un concours international, mais où j'avais décidé de travailler sur le Bénin, sur le littoral et le sujet de la montée du flot. Donc le concours Jacques Rougy. Et en fait, je crois que c'est comme ça que vous m'avez trouvé, en se disant bah archi béninoise, nickel, voilà, on rentre en contact. Et donc voilà, il m'avait écrit en disant que c'était cool de collaborer sur certains projets. Et en fait, ça a commencé comme ça en fait. Oui. On a commencé à collaborer sur un projet. La maison. Voilà. Sur le site Maison Oué. Maison Oué. C'était notre premier projet. Et vous étiez toujours en agence ou vous étiez déjà. Okay. Alors Osvaldo, oui, moi j'étais déjà de retour au Bénin. Moi j'étais de retour au Bénin, je travaillais un peu en freelance. Et Osvaldo était toujours en agence à Paris, il faisait ça chez moi en même temps. Ouais. Et en fait, oui, voilà, donc il m'a écrit comme ça en mode. Let's work together. Et on a collaboré dans ce projet. Et en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'on était hyper fiers de ce projet. On a fait un projet de dingue, en fait. On a fait un super projet tous les deux. Et on a cliqué, tout simplement, je pense. On a vraiment cliqué. On avait vraiment une vision commune. Et honnêtement, en fait, c'est aussi quelque chose dont on est à la recherche maintenant, qu'on a une agence, on n'a plus beaucoup de temps. Des fois, on n'a pas forcément le temps, tous les deux, de regarder les projets, des fois. Et en fait, ce projet, pour moi, c'est la quintessence de comment on a vraiment combiné nos deux manières de fonctionner. Ouais, complètement. On n'a pas. C'est ça qui est cool aussi dans l'agence, c'est que on n'a pas du tout le même. Si on a des trucs, des réflexes communs, mais il y a des choses où on n'aura pas du tout la même réaction. Et du coup, en fait, que ce soit l'un ou l'autre qui dessine principalement le projet est toujours enrichi par l'autre. C'est clair. Et du coup, on a toujours cette manière de... On essaie le plus possible de garder ça. C'est dur parce que... C'est un peu compliqué parce que maintenant, voilà, c'est un peu difficile, mais c'est un truc auquel on tient et qu'on ne veut pas lâcher. Ouais. Cette conversation que vous avez quand vous dessinez, ce serait quoi, par exemple, la caricature d'Osvaldo et ce serait quoi la caricature de Camille sur ça? Moi, je dirais que... comment dire, la contextualisation, la stratégie un peu d'implantation, le grand geste du départ, c'est souvent moi.
Et en fait, la volumétrie, Osvaldo a quelque chose au niveau de la volumétrie. On fait tout de suite évoluer le truc en fonction de ça. Et après, en fait, tout de suite, on va rentrer dans une conversation de matériaux où moi, je vais dire, ah non, moi, je vois ça, et Osvaldo va dire, non, moi, je vois plutôt ça. Osvaldo, il est super fou. Il a toujours envie d'essayer plein de trucs. Moi, je suis toujours celle qui va ramener le projet en disant, non, comment ça va fonctionner, ce truc? Comment on va construire ça? Comment on va construire ça? Combien ça va coûter et tout. Et on fait des allers-retours. Et après, en fait, on rentre dans ce rôle aussi parce que on sait que l'autre est bien dans ce rôle-là. J'ai l'impression que si on n'avait pas l'autre pour faire l'équilibre, on le ferait tout seul. Oui. Mais on se prête un peu à cet exercice-là. Et en fait, on enrichit les détails. Osvaldo, je dirais qu'il regarde vachement l'intérieur. Moi, j'ai un background où j'ai bossé beaucoup en agence d'archi / urba. Mon expérience en Australie, elle est vraiment sur l'urba. Donc, je dirais que je suis très à l'aise sur le grand concept, le grand geste, le machin, nanana. Je suis à l'aise sur le projet, comment il va ressembler en vision, tu vois, à grande échelle. Et Osvaldo, je le trouve incroyable sur comment on fait en sorte que les détails soient incroyables. Comment on prend un truc comme ça et comment on amène ça au next level. Alors, volumétriquement, arriver à garder ce concept, mais volumétriquement le renforcer. Les détails qui vont tout changer, en fait. Tout faire en sorte que le projet il devienne quelque chose de particulier et tout. Donc, je répondrai comme ça, parce que ça te correspond. On est les deux archis du cabinet, mais on travaille avec Rodolfo, qui est technicien, qui nous aide beaucoup sur les dessins, en fait, la production des projets. C'est-à-dire que, pour l'instant, on est encore vachement... on a la main mise sur les projets. Sur les projets, c'est-à-dire qu'on regarde tout, on dessine tout et oui. Et après, pour la production des dossiers, oui, on est aidé par Rodolfo et Bilal. Qui est en partiel. Et après, en réalité, on est une équipe de 6, je dirais. On a quelqu'un qui nous aide, on va dire, plutôt sur l'admin. Et après, on a quelqu'un qui nous aide sur les chantiers. On a Donc, en fait, ça, c'est aussi un truc particulier. C'est-à-dire que on s'est rendu compte que, comme je te disais tout à l'heure, on est très gentil. Donc, et aussi, bon, on est jeune, quoi. On est jeune. Donc, en fait, quand tu arrives sur les chantiers et que, en plus, tu as fait des études en France et que tu es en train d'expliquer au mec comment faire son truc, tu te regardes un peu en mode genre, bon, tu viens d'où, tu vois. Et donc, on a fait le choix de prendre. C'est une mission de contrôle. C'est pas vraiment une mission de contrôle au sens public du terme, mais on a choisi de prendre quelqu'un qui est sur les chantiers pour nous. Alors, aucune décision n'est prise sans nous. C'est-à-dire qu'on est en communication permanente avec ce personnage, s'appelle Juste. Et il porte très bien son nom. Il porte très bien son nom. Et en fait, lui, son taf, c'est s'assurer que techniquement, tout est au couteau, quoi. Les fers sont ce qui est prescrit, les tuyaux sont les bons, les plages sont les bons, les DTU sont respectés. Lui, c'est son taf. Et donc, bien sûr, s'il a des modifications à apporter, nous, on est complètement humble. Parfois, nous, on dessine des choses. Et à la réalisation, tu te rends compte que ça marche pas. Et s'il a des sujets sur ça, il nous dit tout de suite et on va travailler avec lui pour amener le truc. Et ça fait partie de l'équipe à part entière, même s'il n'est pas au bureau. L'anecdote aussi, c'est que des fois, il nous rappelle des choses que nous, on a écrites dans le CCTP. Des fois, il est là en mode, il se passe un truc sur un chantier et il va ressortir le CCTP. Et nous, on a complètement zappé ce truc. Et en fait, il ressort l'article. Voilà, c'est un peu la constitution de l'équipe. Alors en ce moment, pour les gens qui écoutent, on recrute. On cherche. Ah bon? Intéressant. On cherche des gens. On cherche plutôt un profil d'archi. Junior, senior, vous avez des préférences précises? Alors, plutôt senior. Ou junior, presque senior. Avec un petit peu d'expérience, on va dire. Parce que l'idée, c'est... On est dans une phase où on a de quoi faire et en fait on n'a pas forcément la possibilité, en toute honnêteté et toute transparence, de se poser et de former quelqu'un. Donc on aimerait bien quelqu'un qui puisse
être indépendant en fait. Même si nous, pour l'instant, je pense qu'on reste quand même très attaché à développer les projets, lancer les grandes lignes, etc. Mais Ouais. quelqu'un qui puisse un peu tirer la ligne jusqu'au bout, quoi. Ouais. Je voulais savoir, c'est quoi la chose que vous préférez dans votre métier? Wow. Euh, difficile à répondre. Moi, je dirais, franchement, il y a plein de trucs. Moi, Osvaldo aussi, je pense qu'il va répondre en vous. Enfin, on est tous les deux des passionnés. Honnêtement, je sais pas quoi répondre. Moi, Moi, j'adore. j'étais surpris. Hein? J'étais surpris. En fait, quand on montait le cabinet, Hum, évidemment, comme tous les archis, on adore faire des esquisses. Donc, Ouais. on adore développer des projets. C'est la partie Ouais. la plus kiffante. Mais il y a un truc qui fait partie du métier dont on ne nous a pas parlé à l'époque, c'est la gestion. Hum, Et moi, personnellement, j'étais surpris par. J'aime ça, quoi. C'est un truc où Ouais. il faut gérer, il faut. Parce qu'en fait, c'est intimement lié à la qualité du projet, finalement. Hum, Si tu te fais pas payer à temps, en fait, ça implique des choses sur le projet. Ouais. Si tu as mal négocié ton contrat, ça implique des choses sur le projet. Ouais. Le contrat, enfin, typiquement le contrat. C'est-à-dire que si t'as pas dit à un moment que tu pouvais prendre des photos du projet, Ouais. comment tu Ah. communiques là-dessus, tu vois. Et ça, c'est vraiment des choses qui font pas partie du métier, mais qui sont intimement liées Et qui sont Ils sont hyper importantes. intéressantes. et hyper intéressantes. Je dirais que sur ça, Osvaldo, il gère de ouf. Pour donner un exemple concret, il a créé sur mesure notre plateforme de gestion Il connaît pas cela. sur Notion, qui est vraiment Ouais. comment dire, taillé sur mesure pour nos besoins. Et je pense que tu as fait aussi beaucoup de plaisir à agencer ça pour que ça corresponde exactement à nos besoins, de répondre à nos questions. Euh, Moi, je dirais plus. Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est vraiment, j'adore le contact avec les maîtrises d'ouvrage. Pas toujours simple, Hum. mais quand je sens que j'ai réussi un truc, où ils me font confiance, ou vraiment ça, Ouais. j'ai l'impression d'avoir tout gagné, quoi. Quand tu les embarques dans un truc où ils n'y attendaient pas du tout, et tu réponds à quelque chose, vraiment aussi peaufiner ce côté un peu social en fait du métier. Oui, Ouais, ton management, ouais, le management, c'est-à-dire la manière de gérer. L'intelligence émotionnelle, En carrément. Australie, elle a eu justement cette expérience de comment on gère, de comment c'est la relation avec ses boss. Bah, du coup, tu vois, il y a ce Ouais. retour maintenant dans l'agence où oui, clairement, oui, je tire de ouf, quoi. ouais, ça puis c'est important pour nous de créer une bonne culture d'agence, d'avoir des gens qui aient envie de travailler avec nous, pas seulement, tu vois, on n'a pas, on cherche des gens qui sont passionnés, ça c'est sûr, parce qu'on peut pas se permettre à cette échelle de prendre des gens, voilà, qui assurent pas sur ça. Ouais. Mais l'idée, c'est vraiment que tout le monde s'amuse, en fait. Et ça, pareil, c'est Ouais. intimement lié au projet. Tu vois, si t'es dans une équipe où les gens tirent la gueule et tout, Ouais, bah, où les gens ont pas envie de, Ouais. ils sont pas pris par leur projet, par l'équipe, ça a un impact sur le projet. Donc tout Ouais. ça, c'est des trucs subsidiaires, mais pas subsidiaires. C'est très bizarre. Enfin, Qui sont Oui, quand même oui, très c'est très importantes. vachement important, Ouais. ouais. Aller chercher des chercher des nouveaux projets aussi. oui, Enfin, ouais. Faire, comment dire, faire du Faites de la convertir. prospection. On fait pas de prospection. Honnêtement, on est hyper chanceux. On est hyper chanceux. Ouais. Pour l'instant, on n'a pas eu à faire de conversion. C'est-à-dire que on a de la chance, en fait, après, on a de la chance, au vu du contexte, on est à Cotonou, c'est une petite ville. Comme on te disait, on est sur une archi un peu niche. Donc, les gens qui sont à la recherche de ça, d'une manière ou d'une autre, finissent par avoir notre contact. Et les choses vont hyper vite. Ok. Parce que on est sur Cotonou, je sais pas combien d'habitants il y a, mais bon, il y a un réseau rapide qui se crée. Mais de convertir les projets, tu vois. Pour le moment, vous avez décidé de construire seulement à Cotonou, c'est ça? Non, non, C'est- non, ce qui vient, ce qui vient, ouais. on a Ok. un peu des projets au Togo Ouais, qui sont Ok. ouais. en sommeil, en En avancement, cuisine. on va dire Ouais. ça comme ça. Mais en fait, bon, on est ouvert à la sous-région, Mm. mais en même temps, on veut bien. On veut suivre nos projets, donc c'est un Voilà. peu complexe. C'est-à-dire, si on a un projet au Sénégal, comment on fait pour suivre le chantier, quoi. On veut pas, en fait, on a Ok, pas envie je vois. de juste faire des esquisses et les laisser dans la nature, tu vois. Et ça, c'est aussi un truc qui est un Ouais. peu particulier de nous. C'est-à-dire que notre but, c'est pas
souvent, j'ai des potes qui disent oui, bah du coup, vous allez prendre le monopole et tout. En fait, non, c'est pas ce qu'on veut. On veut pas un monopole. On veut juste faire des projets Ouais. très cool. On veut pas forcément être une grosse boîte Non, qui pas est du tout. tentaculaire et tout. Parce qu'en fait, justement, on a vu ce que c'est ces grosses boîtes. Et On connaît, vu notre ouais. conception du métier, la manière dont on travaille, on pense que ça marcherait pas avec nous. Oui. Donc, on reste vraiment Ok. dans une Vous voulez échelle. une croissance lente. Ouais. Voilà. Quoi, même, on met les freins, quoi. On Ouais, est en mode, Mm. ok, non, pour l'instant, on va faire comme ça. Ouais, ouais, On ouais. va essayer de bien mettre les choses en place. Oui. Parce qu'en fait, il y a un sujet, c'est-à-dire quand tu grossis vite, tu n'as pas le temps de te mettre à l'échelle. Et du coup, tu n'as pas le temps de faire bien les projets. Ouais. Et du coup, il y a des rumeurs, en fait, ils sont nuls à télécom, machin. Et Oui. voilà, etc. Ouais. Donc L'idée, en fait, ouais. c'est très important pour nous la stratégie Oui. de comment on évolue et aussi où est-ce qu'on veut s'arrêter. Exactement. On sait un peu exactement où est-ce qu'on Ouais. veut pas, au-delà de quoi on veut pas aller, quoi. On dit souvent une agence boutique. Enfin, Voilà, une agence boutique, c'est-à-dire on n'a pas du tout l'intention de dépasser un certain nombre en fait. L'idée, c'est vraiment de rester sur des projets de qualité, pas sur la quantité, d'avoir aussi un bon équilibre vie professionnelle, vie pro, hein, c'est important. On est tous les deux très alignés sur ça. Vous y arrivez? Mon grand rêve, c'est la semaine de 4 jours, mais ça arrivera Ouais. jamais, je pense. Vous êtes un peu moins toxique que les agences classiques. Oui. Ouais, Clairement, pour avoir tous les... En Ouais. fait, les charrettes, on connaît. Et honnêtement, nous, à l'agence aujourd'hui, on n'est pas charrette. On n'est pas charrette. En fait, on a aussi mis en place, Ouais. ça c'est aussi un truc important qu'on a fait au Ouais. début, on a mis en place un certain nombre de process, c'est-à-dire que Ouais. tout est un peu prévu d'avance. Quand un projet rentre, on sait comment ça... Et en fait, ça fait que Ça fonctionne. on perd pas de temps. Il y a des choses Ouais. qui avancent. On fait une esquisse rapidement. On peut tester rapidement à quoi ça ressemble. On sait comment on a Ouais. nos process pour faire le rendu de l'esquisse. Donc en fait, Oui. ça fait qu'on gagne beaucoup de temps sur ces choses-là. Et c'est aussi de, comment dire, de passer cette culture aussi à nos employés, parce que c'est important, en fait, de leur expliquer qu'en fait, nous, on n'est pas à la recherche de la présence, Oui, pas du présentéisme. du présentéisme sans rien faire, quoi. C'est-à-dire, en gros, l'idée, c'est tu fais ton taf. Si tu fais ton taf et Tu veux que partir à 17h. tu pars à l'heure, quoi. Franchement, c'est vraiment. C'est pas travailler pour travailler. Ouais, franchement, nous, c'est un truc qui nous insupporte. Vraiment, être là, pas rien faire, bon, ça sert à rien, quoi. C'est vraiment d'être sur la qualité Et du coup, Ouais. moi j'aimerais bien rattacher ça encore une fois au projet qu'on prend. C'est-à-dire que du coup, pour pouvoir faire ça, on prend pas tous les projets parce que du coup, comme ça, on Ouais. peut mieux gérer. C'est-à-dire Se que les concentrer. projets sur lesquels on prend du temps, c'est des projets sur lesquels on va être efficace parce qu'on aime ces projets-là. Ouais. Donc en fait, tout ça est encore lié au vrai. rendu du projet, en fait, à ce que les gens voient des projets, mais en fait, c'est lié à tout ça. Ouais. Et c'est pour, on revient aussi à la question marché privé, etc. L'avantage qu'offre le marché privé, c'est qu'en fait, on se rend compte que c'est nous qui fixons nos deadlines, en fait. Ouais. Des fois, les clients, en fait, finalement, le temps, c'est un projet de maison. On n'est pas en train de parler de se faire une fringue ou un truc comme ça. C'est vraiment un truc qui prend du temps, qui demande des financements importants. Enfin, je dis maison, mais bon, on a d'autres projets dans notre portfolio. Mais peu importe quoi qu'il arrive, c'est-à-dire, les projets prennent du temps et prennent du temps pour se faire bien. Et ça, c'est aussi une culture qu'on essaye de faire passer à nos Oui. clients. Et en fait, ils comprennent, quand ils voient la qualité de son produit, ils comprennent exactement ça. Bon, on verra où on en est dans Pourquoi quelques années. Mais pour l'instant, là, on a 2 ans d'atelier corps et on arrive vraiment à avoir un équilibre. Oui. Bon, on va pas se mentir, hein, on bosse comme des dingues quand même, mais bon. Voilà. Oui. Le fait de bosser, par exemple, moi, des trucs que je faisais en agence, c'est-à-dire bosser jusqu'à 4h du matin, j'ai jamais fait pour atelier corps. Jamais. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'avez pas fait HTQ? Non. Ça fait tellement longtemps que je veux faire ça. Un métier créatif, c'est sûr, je pense. Un métier créatif. J'aurais fait peut-être du design, du graphisme. J'aime bien aussi ce genre de truc. En fait, j'adore le graphisme. Ouais, je pense un truc comme ça.
Moi, je sais pas, c'est pas. C'est toi seul. Alors, le truc qui vient en tête, je sais pas comment on pose cette question, c'est chirurgien, mais je sais pas pourquoi. Je ne me demandez pas pourquoi. Bah, j'imagine qu'il y a un rapport avec le fait d'avoir les mains soigneux et de savoir faire de belles maquettes. Donc, je sais pas. Peut-être que c'est ça. Bah, juste pour Donc, dire, moi, j'étais nul en maquette, hein. Juste pour. Moi aussi, j'étais très nulle en maquette. Ah. Et ça seulement. Ouais. Ah. Ouais. Est-ce que vous avez un message à faire passer? Est-ce que vous avez un mot de la fin? Un mot de la fin, non, c'est un métier trop cool, l'archive. Franchement, euh, nous, on a vraiment beaucoup de chance parce qu'on est en train de créer quelque chose dans lequel on croit. On a vraiment et en fait, on se rend compte que il y a un public pour ça aussi. Ouais. Il y a des opportunités. J'ai envie de dire un truc trop cheesy en mode croire en ses rêves, mais non, mais en vrai, Bah, c'est vrai que c'est la important. chance dont on a rêvé en fait. Oui, oui. Et la manière de travailler Donc, on a envie. dont on a envie, ouais. Je dirais. Mais bon, je pense qu'on a aussi la vérité aussi, c'est qu'on est arrivé dans un moment très particulier, un contexte très particulier Oui. au Bénin. On profite un peu de ça. Il y a des choses qui se passent. Il y a le pays en plein développement, donc il y a, il y a de la place Ouais, il y a de la place. pour une proposition différente. Et il y a de la place pour tout le monde. Oui. Ça, c'est un truc qui est hyper important. Oui. Euh, Et oui, parce que c'est vrai que nous, on est dans un truc, tu vois, comme je te disais, s'il y a un projet qu'on peut pas faire, Ouais, on n'aura pas de mal à envoyer à vers d'autres des archives. Ouais. Parce que justement, il y a trop peu d'archives. Il y a trop peu d'archives. Non, clairement. Donc voilà. Et l'idée aussi, ouais, c'est vraiment ça, de s'entraider entre archis le plus possible, de créer vraiment des synergies si possible. Et voilà, ouais, choses comme ça. Voilà. Intéressant. C'était vraiment très, très enrichissant comme discussion. Bah, Merci, Merci merci beaucoup, à c'est- toi, hein, je- Prosper, d'avoir ouais. proposé ça. Ouais, C'est un exercice intéressant. oui, c'est la première fois qu'on fait ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des architectes ou des artistes que vous aimeriez écouter? Je sais pas, moi je pense pas à des artistes là, mais je dirais Ah, architecte Worophilia? féminin. Oui, Worophilia. Bah, Ah oui. c'était très enrichissant de discuter avec vous. Encore merci pour votre temps. Oui, merci beaucoup. Merci, Prosper. Merci à vous.